3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va aujourd'hui en ce jour de Best of de Live Twitch, où je vais poursuivre mon top 100 NBA 2023, en mode Crystal Ball. Mais avant de partir là-dessus, il faut que je vous parle du sponsor du jour, que vous connaissez par cœur maintenant, Derby Ball, qui continue à m'offrir année après année des t-shirts incroyables. Et puis si vous ne connaissez pas encore, allez jeter un œil. Derby Ball, c'est plus de 500 produits à l'effigie de vos joueurs préférés, du présent comme du passé. Ils proposent des t-shirts, des sweats, des shorts, des jogos, des coques de téléphone, tout ce que vous voulez, en un temps record en plus. Parce que ouais, la spécialité de Derby Ball, c'est de renouveler ses produits constamment. Un transfert, un événement, vous le verrez quelques jours après sur leur site, tout sera d'actualité, avec des nouveaux t-shirts de ce nouveau joueur sous ses nouvelles couleurs. Ajoutons à ça que c'est une marque française, et que les t-shirts sont qualitatifs, et qu'est-ce que vous voulez de plus? Un code promo peut-être? Eh bien ça tombe bien, parce qu'au moment de votre commande, il suffira de rentrer le 6e homme pour obtenir 10% sur la totalité de votre panier. Alors si vous voulez avoir du flow cet été, je vous donne rendez-vous tout de suite chez les frérots de Derby Ball. Yeah baby. Mais bref, si vous êtes là aujourd'hui, c'est quand même plutôt pour entendre parler de mon top 100 NBA 2023 et des 5 premières places que je vous réserve. Je ne reviens pas sur le concept, je l'ai déjà suffisamment expliqué lors des vidéos précédentes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne juge pas seulement de ce qui s'est passé pendant la saison ou les playoffs écoulés, on ne juge pas non plus sur l'intégralité de la carrière ou le potentiel, la carrière qu'un joueur pourrait avoir dans le futur. Non, ici on évalue le niveau des joueurs à l'instant T, comme si tout de suite on devait construire une équipe qui irait le plus loin possible. Ça c'est les critères principaux qui m'ont permis de construire mon top, qui bien sûr ne sera pas unanime tellement ce projet est subjectif. Des désaccords, il va y en avoir plein entre vous et moi, ça fait partie du jeu, j'aime ça et j'ai même hâte qu'on débatte ensemble. C'est bien pour ça que je vous propose de m'envoyer sur la boîte mail top100.6iehomme@gmail.com votre top 100 à vous, en respectant ces critères. Ça nous permettra d'analyser nos plus gros désaccords lors d'un débrief, et pour vous motiver un peu, j'ai en plus un chouette lot à vous faire gagner. Et ouais, parmi l'un d'entre vous qui l'aura fait sérieusement, j'en tirerai un au sort pour remporter un abonnement au NBA League Pass pour toute la saison prochaine. Vraiment c'est lourd. Du coup, si vous voulez tenter votre chance, ne vous privez pas, et nous on ne perd pas plus de temps. C'est parti pour les places 5 à 1 de mon top 100 NBA 2023. Tada! Place au top 5, donc place à la dernière ligne droite de ce projet marathon qui m'a pris une grande partie de l'été. Et comme vous le voyez, même si ça va paraître haut pour beaucoup, je m'en doute, cette place, je l'offre à Jimmy Butler, même si le mec est beaucoup trop dur à évaluer et à classer, au vu des deux personnes complètement différentes qu'il peut être en saison et en play-off. Bon, après, sa saison, elle est moyenne, mais elle est loin d'être catastrophique, et encore elle est moyenne pour lui, parce que beaucoup de joueurs aimeraient pouvoir afficher une telle ligne statistique en saison que ce qu'a fait Jimmy Butler cette année. Le souci, c'est qu'à maintenant 33 ans, on a un ailier qui donne l'impression qu'il se lasse un petit peu de la régulière, qui choisit clairement ses matchs, et que s'il peut se reposer suite à une blessure, par exemple, il se privera pas en attendant les playoffs pour y arriver frais, lui qui n'a pas dépassé la barre des 65 matchs en une saison, depuis maintenant 6 ans, il faut s'en rendre compte, mais Jimmy Butler rate quand même quelques matchs année après année. Bon, maintenant, s'il avait été éliminé en play-in, je pense que je l'aurais quand même mis dans mon top 10, même s'il avait été éliminé au play-in. Mais j'y aurais réfléchi quand même un petit peu néanmoins, peut-être qu'il serait sorti du top 10, à voir. Si le Heat n'avait pas fait les playoffs, ou alors s'ils étaient sortis au premier tour contre les Bucks comme c'était attendu, j'aurais probablement fait perdre quelques places à Jimmy par rapport à sa place 8 de l'année dernière, c'est à peu près sûr. Mais là, quelle campagne et quel run de playoff il nous a fait Butler, et notamment le premier tour face à Milwaukee, où pour la première fois de l'histoire, même si c'est récent, une équipe qui sortait du play-in sortait une tête de série numéro 1. Et cet exploit, la franchise floridienne, elle le doit à son ailier, à personne d'autre. Parce que oui, Jimmy, il est ce genre de joueur. Ces mecs qui, quand la lumière est plus intense, arrivent à se surpasser et atteindre un niveau inattendu qui est complètement insane. Pourtant, on le sait, qu'il va se surpasser en play-off, mais chaque année, il nous surprend. Butler, c'est un mec, quand ça compte, qui est complètement capable d'agir des deux côtés du terrain. Même quand ça compte pas d'ailleurs, mais quand ça compte, c'est en mode puissance 10. Il part sur des missions défensives qui sont assez dingues, mais surtout, offensivement, il a prouvé encore une fois que quels que soient les coéquipiers présents autour de lui, quels que soient ses adversaires aussi, sidoine ou pas, quel que soit le défenseur qu'il est sur le dos, même Jrue Holiday, il est juste capable d'être indéfendable au moment de la post-season, quand Miami a besoin de lui pour gagner des matchs et être ambitieux. Sa perf à 56 points lors du match 4 pour mener 3-1, suivi de ses 42 points pour qualifier le Heat au match 5 face aux Bucks, ça reste un moment qui clairement, je pense, restera dans les mémoires comme l'un des plus marquants de cette campagne de playoff 2023.
Puis même si ensuite, c'est vrai, il est un petit peu redescendu en pression, notamment en finale face aux Nuggets, où ce pauvre Jimmy semblait quand même complètement sur les rotules, sa campagne de playoff, elle reste excellente. Tourner à 27 points, 6 rebonds et 6 passes sur 22 matchs dans une équipe complètement inattendue à ce niveau-là de la compétition, qui en plus de ça a dû faire sans Tyler Hero, c'est complètement incroyable. Quand on voit le nombre de joueurs draftés présents dans cette team, non draftés pardon, qui ont été présents dans cette team, et quand on voit comment Jimmy les a portés jusqu'en finale, on se rend compte que oui, il est un joueur vraiment exceptionnel. En play-off, oui, mais de toute façon, c'est ça qui compte le plus. Même si en saison, c'est vrai, il nous a donné l'habitude de montrer, je sais pas, disons 70% de ses qualités, il fait tout de même quand même partie, même quand il est à 70%, largement du top 20 des meilleurs joueurs de la ligue. Mais quand en play-off, en plus de ça, il se surpasse dans les moments importants, qu'il agit en leader aussi mentalement, c'est important, qu'il trash talk, qui montre que la pression ou comment dire, ou la tension le galvanise, et qui devient aussi incroyable dans les money time, ouais, on se rend compte que définitivement, à mes yeux, il fait partie de l'élite. Vous pensez que je m'enflamme un petit peu le concernant à cause de sa campagne 2023, mais je pense pas. Rappelez-vous, en 2020, il avait déjà réussi à faire ce genre d'exploit dans la bulle, c'est pas nouveau. Il avait mené l'équipe du 8, qui était alors Seed 5, jusqu'en finale NBA. Déjà, il a fait ça. On disait que les playoffs de la bulle voulaient rien dire parce que le contexte était vraiment particulier. Non, il a été bon dans la bulle, il a été bon hors de la bulle cette année. C'est pas comme si c'était la première fois qu'il menait une équipe inattendue grâce à son talent jusqu'en finale NBA. Donc ouais, ok, sur les saisons régulières, Butler, il fait peut-être pas partie du top 10 NBA. Mais quand la post-season arrive, il se transforme en tueur. Et il devient alors un des meilleurs joueurs de toute la ligue. Donc vu que, évidemment, à mes yeux, les playoffs sont plus importants que la saison, je me dis que oui, ça durera peut-être pas, vu qu'aujourd'hui, Jimmy, il a déjà 33 ans. À mon avis, c'est peut-être son plafond, le top 5, parce que je suis pas sûr qu'il refasse une campagne de playoffs comme il a fait cette année un jour dans sa carrière. Mais pour le moment, je l'assume, au vu de sa qualité de jeu en post-season, mais aussi de sa combativité, de son leadership, et de sa faculté à rentrer dans la zone comme peu le font lors des meilleurs moments, sa capacité aussi à galvaniser toute son équipe, tous ses coéquipiers, à transformer des agneaux en loups un peu. Pour moi, il y a peu de joueurs qui peuvent faire ça en NBA. Transformer une équipe comme il le fait, grâce à ton mental, ton leadership, ton niveau, et grâce à l'exemple que tu montes tous les soirs sur le terrain, pour moi, même si t'es pas celui qui a le plus de talent à la base, clairement, j'ai classé après lui des joueurs qui, oui, sont plus talentueux, oui, ont un plus gros niveau, mais Jimmy Butler, il a toutes ces petites choses en plus qui permettent aux siens de se surpasser, et donc clairement, oui, je sais que ça fait haut pour beaucoup, mais à mon sens, aujourd'hui, Jimmy Butler est le 5e meilleur joueur de la NBA. Allez, pour Jimmy Butler, je m'y attendais, là de toute façon, le range, c'est est-ce que vous le mettez à cette place, est-ce que vous le mettez plus haut, ou est-ce que vous le mettez plus bas, 37% valide cette place, c'est déjà ok, 7% le mettent carrément top 4, donc pourquoi pas, et 57%, donc c'est la majorité, le mettent après le top 5. Why not, je veux bien. Après, je suis pas d'accord avec certains arguments. Quand j'entends dire que Jimmy Butler, il a juste eu un coup de chaud cette saison en playoff et que ça représente pas son vrai niveau. Non, l'année dernière, en 2022, il passe à un shoot d'aller en finale NBA. En 2020, il va en finale NBA. Ce mec-là porte son équipe tous les ans en playoff. Il y a qu'en 2021, où au premier tour face aux Bucks, il a choke. Mais il a raté une édition de playoff en 4 ans. Non, après, je comprends tous les arguments de dire, oui, mais en saison, il choisit ses matchs. Oui, mais en saison, il se donne pas à fond. Je comprends, mais pour moi, de toute façon, et le titre NBA, il se donne pas à la fin de la saison, il se donne à la fin des playoffs. Et aujourd'hui, si on isole que les playoffs de ces dernières saisons, clairement, Jimmy Butler, c'est peut-être un des 3 meilleurs joueurs de la ligue. Donc aujourd'hui, on va pas le classer dans le top 3. Au vu de ces saisons, je le baisse un peu, mais top 5, ça me paraît cohérent. Je comprends ceux qui le mettent après, mais je valide clairement mon top 5. En numéro 4, voilà maintenant Joel Embiid qui par rapport à l'an dernier gagne 3 places quand même. Cette ascension, elle est déjà cool à ce niveau du classement, plus 3 ça a déjà du sens, mais pour certains d'entre vous, je le vois dans les tops que vous m'envoyez sur la boîte mail qui a été dédiée à ça, il aurait sûrement mérité mieux vu qu'on parle quand même du MVP en titre. Je veux bien entendre ça, mais je suis pas d'accord parce que le problème c'est que ici je ne juge pas que de la saison et encore moins que de la saison régulière. Il faut aussi prendre en compte ses playoffs dans le top et ce qui s'est passé au moins un petit peu ces dernières années. Donc avoir une espèce de regard plus global sur le joueur qui est Joel Embiid aujourd'hui afin de réellement analyser sa valeur maintenant à l'instant T. Parce que oui, même si ça fait débat, sa saison à Joel, elle est vraiment insane. Et son trophée de MVP, même si tout le monde n'est pas forcément ok avec ça, il le mérite je trouve, mais tout comme ses 2 principaux concurrents auraient pu le mériter aussi. Quel que soit le joueur que les votants auraient choisi pour le MVP, si c'était un des 3, je pense qu'il n'y aurait pas eu de blasphème, en tout cas à mes yeux. Mais pour revenir à Joel, rendez-vous compte, non seulement il a fini meilleur scoreur de la saison, il a fait évoluer son jeu aussi pour mieux s'entendre avec James Harden, et ainsi favoriser le pick and roll à outrance plutôt que l'ISO, tout en prenant sa dizaine de rebonds par match, en défendant fort, en protégeant le cercle magnifiquement bien, et en pratiquant aussi un jeu de plus en plus efficace, avec moins de déchets, grâce notamment au progrès qu'il a fait dans sa gestion des prises à 2. Ajoutons à ça qu'il a
connu quelques MVP moments mémorables, hein. Rappelez-vous de son match face au Jazz avec 59 points, 11 rebonds, 8 passes et 7 contres. Rappelez-vous aussi de son match à 52 points en fin de saison dans une victoire face aux Celtics. Et ouais, Joel, clairement, il donnait l'impression qu'il était capable d'en coller 50 à n'importe quelle défense pendant sa saison régulière. Le mec, il est trop vif, il est trop skillé pour la plupart des pivots qui veulent défendre sur lui, mais à la fois, il est beaucoup trop puissant pour tous les autres. Et si vous voulez défendre trop physique sur lui, au moins en saison régulière, là encore, attendez-vous ensuite à vous faire défoncer sur la ligne des lancers francs, parce que sur la ligne, il tourne à plus de 85%. Non, si on jugeait que de sa saison, clairement, je n'aurais aucun mal à réfléchir à le mettre top 1, 2 ou 3. Franchement, il y avait moyen. Et normal que on classe un MVP sur la saison top 1, 2 ou 3. Le problème pour lui, c'est que dans ce top, on va bien plus loin que ça, et vous l'avez compris, les playoffs, ça compte pour beaucoup. C'est bien à ce niveau-là que le bas blesse pour lui. En 7 ans de carrière, il a jamais réussi à passer un deuxième tour. Après, je vois venir ceux qui vont le défendre en disant que je suis sévère parce qu'encore une fois, il était blessé au genou pendant ses playoffs. Mais dites-moi en fait, est-ce qu'il y a un moment dans sa carrière où Joel a été à 100% physiquement en playoff? Non, c'est jamais arrivé. Là, en fait, cette année en tout cas, il a tellement donné l'impression de tout donner en régulière pour choper son MVP qu'il est arrivé complètement cramé en post-season. Et la défense super agressive des Nets au premier tour sur lui là, qui a fait qu'il s'est blessé au genou, ça n'a rien arrangé. Clairement, il a été moins percutant dans cette post-season, il faut le dire. Il était moins la force dominante qu'on avait vu en saison. Et en play-off, quand les défenses se sont vraiment durcies sur lui, avec moins de fautes qui lui étaient accordées, avec un Al Horford par exemple qui défendait super proprement et super intelligemment sur lui, son niveau de jeu en apathie, il est bien là le problème, et même j'ai eu l'impression que Horford lui est rentré dans la tête. C'est pas normal qu'un MVP se fasse rentrer dans la tête par un joueur comme Horford, sans aucun disrespect pour lui, mais normalement le MVP doit le bouffer. Ajoutons à ça les doutes que j'ai sur son leadership, sur ses déclarations, ou ses attitudes qui sont parfois surprenantes dans un collectif, notamment en conférence de presse, et je me suis dit que non, je l'aime beaucoup Joel, mais j'ai besoin de plus d'accomplissement quand ça compte pour le classer top 3. Donc après, maintenant, je le laisse quand même dans le top 4 parce que je refuse de lui enlever ses qualités, sa puissance, son talent. Je refuse également d'oublier la domination qu'il est capable d'avoir ou les progrès dans le jeu qu'il a fait saison après saison. C'est bien pour ça, encore, que je le mets top 4. Mais maintenant, il faut se rendre compte que finalement, les Sixers ont encore échoué à une petite victoire des finales de conférence. C'est la 3e fois que ça lui arrive en carrière de sortir en 7 au 2e tour. Donc oui, même si on peut lui reprocher de se faire dessus à chaque fois que l'on attend le plus, avouons qu'il n'est jamais bien loin quand même. Sauf que cette espèce de petite étape, ça semble être une montagne à surpasser pour un joueur comme Joel Embiid. Peut-être qu'il n'a pas les qualités, en tout cas, mentales, pour aller plus loin. En tout cas, la question se pose. Sauf que bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que oui, il les a frôlés, les finales de conférence, 3 fois en carrière, comme on vient de dire, mais pour moi, ça représente pas grand-chose. Et tant qu'il ne montrera pas qu'il peut se surpasser davantage en post-season, pour permettre aux Sixers d'avoir de réelles ambitions en play-off, désolé, mais MVP ou non, je ne me vois pas mettre Joel top 3. Donc à lui maintenant de me prouver que j'ai tort, à lui de prouver qu'il peut changer cette narrative au plus vite. Sans ça, il pourrait sortir de son prime, et ça va arriver d'ici quelques années, avec la réputation d'un joueur qui certes est excellent en saison, et qui peut gagner des trophées de MVP, mais qui est bien moins dominant en play-off, et c'est déjà une image qui lui colle à la peau, et dont il faudra pour laquelle il faudra qu'il lutte pour s'en débarrasser. Donc s'il n'arrive pas à sortir de ce cercle de la loose un petit peu, j'ai bien peur qu'une place 4, dans un tel top, pourrait représenter le maximum qu'il puisse atteindre dans sa carrière, le pivot. C'est dommage, il a les qualités pour faire mieux, mais maintenant, en plus des qualités dans le jeu, il faut aussi les qualités mentales, les qualités de leadership, et la qualité, comme je disais pour Jimmy Butler juste avant, d'augmenter son niveau de jeu quand ça compte, et de montrer à son équipe que même en play-off, elle peut compter sur Joel Embiid. Et pour ça, il y a encore du taf à faire. Pour Joel Embiid, finalement, vous êtes 67% à dire qu'il mérite cette place 4. Pour 30% d'entre vous, il doit être hors du top 4, et pour 3%, il doit être dans le top 3. Donc ce qu'on voit, c'est que Joel Embiid, pour une grande majorité d'entre vous, c'est top 4. Pour viser mieux, il faudra qu'il fasse plus d'accomplissements en play-off. Pour 30% d'entre vous, ça mérite passe top 4. C'est dur quand même de sortir un MVP du top 5, mais peut-être que vous le voyez à la 5e place, parce que effectivement les playoffs c'est super important pour moi. Je pense que j'ai essayé d'être cohérent là-dessus dans ce top, et c'est ce qui lui manque au grand Joel aujourd'hui. Go le podium maintenant, ça envoie, je suis hypé de parler de ces joueurs, et sur la 3e place de ce podium, on retrouve Stephen Curry, champion en 2022, mais éliminé au 2e tour des playoffs cette saison, avec les Warriors contre les Lakers. Et là, si on commence par faire le bilan individuel, ou même collectif de Curry cette saison, ou même pendant ses playoffs, le chef nous a quand même habitués à un petit peu mieux. Pourquoi ? Parce qu'il nous a habitués juste à l'excellence ces dernières saisons, rien d'autre. Donc après attention quand même, parce que sa saison elle reste élite. Marquer plus de 29 points par match, en prenant
plus de 6 rebonds de moyenne, mais aussi en délivrant plus de 6 passes, tout en défendant de façon bien plus que correcte, vu les progrès qu'il a fait ces dernières années, déjà c'est pas donné à tout le monde. Et pourtant Stephen Curry le fait. Mais faire ça en plus avec de tels pourcentages, qui à 7 dixièmes près entrerait dans le 50-40-90 club, mais ça devient carrément inhumain. Le mec à Golden State, il a de l'influence dans absolument tous les aspects du jeu. Et le mot gravité, qui est de plus en plus utilisé par les analystes NBA, il semble définitivement avoir été créé pour lui. D'ailleurs c'est avec Stephen Curry que ce mot s'est popularisé dans le vocabulaire des analystes, tant à chaque fois qu'il porte la gonfle, il attire vraiment les défenses à lui comme un aimant. Et puis d'ailleurs, même quand il porte pas la balle, il reste toujours l'élément sur lequel l'adversaire se focalise, vu à quel point il est capable de tuer un adversaire en passant la majeure partie de son temps à jouer off-ball. C'est ouf de se dire, un joueur qui n'a pas la balle en main, il est tellement dangereux que t'es obligé d'avoir un défenseur qui le colle partout, un petit peu comme Jared Vanderbilt l'a fait sur les premiers matchs de la série des Warriors face aux Lakers. Donc désolé, mais pour moi, ceux qui ne considèrent Stephen Curry que comme un shooter légendaire n'ont pas compris grand chose. Oui, le tir à 3 points, c'est à la base de son jeu et de son succès. Mais à côté de ça, il est un joueur qui est très intelligent, qui connaît toutes les ficelles pour prendre les écrans, pour se démarquer. C'est un joueur qui a un handle de malade, qui lui permet de créer la séparation quand il veut, mais aussi un toucher plus qu'élite, qui lui permet également de finir dans la raquette bien mieux que la plupart des joueurs NBA en moyenne. Lui qui en plus de ça s'est largement taillé musculairement ces dernières années, justement pour mieux résister au contact dans la peinture. Oui, en tant que meneur, Stephen Curry sait tout faire, il ne sait pas que shooter, il sait aussi distribuer la balle, il sait défendre, c'est bien plus qu'un simple sniper. Grâce à sa compréhension du jeu, il a réussi à trouver comment utiliser toutes ses meilleures armes à la perfection. Et rien que pour ça, moi je trouve qu'on peut le considérer comme un génie du basket. Cette année en saison, il a continué à faire son taf, il l'a fait à la perfection. Malheureusement, chez les Warriors, des blessures l'ont privé de 26 matchs, et voilà maintenant 4 saisons de suite que le chef n'en joue pas plus de 65. Pour un joueur de 35 ans, c'est embêtant, et ça peut inquiéter, j'en suis conscient. Après maintenant, globalement, en play-off, même si les Warriors n'ont pas dépassé le deuxième tour cette année, je l'ai trouvé à son niveau. Et ce niveau, ça lui a permis quand même de décrocher la deuxième place de mon top l'an dernier. Au premier tour, il a su prendre feu quand il fallait, et notamment au match 7 avec ses 50 points face à Sacramento qui ont permis aux Warriors d'éliminer les Kings. Et ça, malgré l'excellent travail défensif que De'Aaron Fox faisait sur lui, je trouve. Puis au deuxième tour, même si son scoring a pas mal baissé, j'ai également pas mal apprécié ce qu'il a fait. Avec des Lakers qui lui couraient après, comme je disais, et qui l'empêchaient de jouer off-ball comme il affectionne, on a un Steph qui a trouvé quand même comment s'adapter, notamment en créant plus pour les autres, en jouant plus le pick and roll, et en créant peut-être un peu moins pour lui. D'habitude, c'est ses coéquipiers qui créent pour lui, notamment Draymond Green, qui le trouve off-ball, mais là, ça a été un petit peu l'inverse, et il a tourné à 7 passes et demi de moyenne sur la série. Clairement, ça fonctionne moins bien chez les Warriors que quand tu le laisses jouer son jeu, que quand il peut se déplacer off-ball et quand il est libre de faire ça. Et vraiment, on a chapeau à la défense des Lakers et de Darvin Ham, qui ont réussi à faire baisser ses pourcentages en leur mettant un joueur qui lui courait tout le temps après. N'empêche que j'apprécie que malgré ce plan anti-Curry qui a été mis en place par les Lakers, il ait quand même trouvé un moyen d'exister, lui qui dans cette série a quand même tourné à 27 points de moyenne par match. Après c'est vrai, on a des Warriors qui ont terminé 6ème de l'Ouest en régulière, c'est pas assez haut par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, et on l'a dit, en play-off, ils ont pas dépassé le deuxième tour, ce qui pourrait laisser un goût de fin de parcours, un goût d'inachevé un petit peu, et peut-être une idée de fin de parcours pour les Warriors de plus globalement, en se disant, ça y est, à partir de maintenant, ils vont faire que descendre. Mais on se disait la même chose récemment, et puis ils ont gagné le titre en 2022, avec un Curry qui a été très bon, et ça je m'en rappelle encore. Ce niveau de MVP des finales qu'il a affiché l'an dernier, pour moi il est toujours là cette saison. Ou s'il est plus là, il est vraiment pas loin. Maintenant, pour conserver ce niveau et ce statut à l'avenir, il devra quand même encore prouver l'an prochain qu'il peut toujours s'approcher du titre, ce qui sera pas simple au vu de la concurrence. Mais en attendant, Curry, même à 35 ans, j'y crois encore très fort, ni plus ni moins qu'il y a un an, et c'est pour ça qu'à une place près, il se classe pareil finalement. Donc je le classe 3ème aujourd'hui, mais s'il perd une place, c'est pas parce que je trouve qu'il a baissé de niveau, ou parce que je crois moins en lui, non, c'est juste qu'un autre joueur l'a dépassé, tout simplement. Ok, pour Stephen Curry, vous êtes 61% à le classer à cette place. Pour 36% d'entre vous, c'est après le top 3, parce que la saison des Warriors a été compliquée, selon vous, je l'ai lu dans le chat. C'est vrai que la saison des Warriors a été compliquée, mais pour moi, si elle a été compliquée, c'est pas à cause de Stephen Curry, c'est plutôt à cause de Draymond Green, de Andrew Wiggins et de Klay Thompson, qui ont tous largement chuté dans le top, parce que pour moi, ils ont pas été à la hauteur des attentes cette saison, quand Stephen Curry, lui, grosso modo, y a répondu. Il a été à son niveau, comme je disais, et en play-off aussi, donc c'est tout à son honneur. Donc voilà, je comprends après le top 3, mais ces arguments, je les valide pas tout à fait. En tout cas, c'est mon avis. Vous êtes 61% à valider cette place. Après, pour vous, 4% d'entre vous, y méritez le top 2 ou mieux. Et pour moi, non, on ne va pas abuser. Il a déjà été, je pense, même si je faisais pas mon top à cette époque, il a déjà été top 1 ou top 2 de la ligue, sans problème, Stephen Curry. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'y est plus, tout simplement parce que je pense qu'il y a deux joueurs qui sont plus forts que lui. Et pour la deuxième place, le joueur que
qui a dépassé Curry, c'est pas Giannis, vu que le grec était déjà devant lui l'année dernière, et que le grec chute lui aussi d'une place dans mon classement. Parce que pour moi, cette saison, lui aussi s'est fait dépasser par le même joueur. Mais avant d'en parler de ce fameux gars, vous avez tous deviné qui c'est je pense, parlons de Giannis, parce que c'est bien lui notre principal élément de préoccupation à l'heure actuelle. Et le grec, j'en parlais plus tôt, même s'il a pas obtenu le trophée de MVP, clairement, parce que c'est Joel Embiid qu'il a eu, il a fait une saison, une campagne de niveau MVP. En fait, regardez déjà juste sa ligne statistique, c'est d'une violence folle, et dans un registre différent de celui de Joel Embiid, je me dis que c'est peut-être lui, le joueur le plus puissant, ou en tout cas le plus percutant de toute la NBA. T'as beau lui mettre un défenseur face à lui, voire même deux, le mec arrivera, avec ses épaules, avec son physique, à leur rentrer dedans, et même à leur dunker sur la tronche si besoin, comme s'ils n'avaient pas été là, et comme s'ils avaient été fantomatiques, ou inexistants. De toute façon, Giannis il est comme ça, c'est son jeu. Une taille de montagne un petit peu, une puissance de Golgoth, une espèce de puissance à l'impact qui est assez phénoménale. Mais pensez pas non plus qu'il est juste une brute épaisse comme je l'entends parfois. Non, pas du tout. Ou qu'encore une fois, il ne sait que aller tout droit comme James Harden l'avait dit il y a quelques saisons. Giannis, c'est un joueur qui, au fil des saisons, comprend de mieux en mieux le basket. Aujourd'hui, c'est un joueur qui connaît parfaitement ses forces. C'est un joueur brillant, qui, au fil des années, a su développer ses lectures de manière super intéressante, je trouve. Et qui, aujourd'hui, sait absolument quand et comment attirer les défenses sur lui, pour ensuite, si besoin, faire circuler la balle et servir ses coéquipiers, notamment les shooters. Voilà maintenant 5 ans qu'il flirte avec les 6 passes de moyenne, et pour un joueur dans son profil, c'est juste excellent. Ça montre sa science du jeu et ses qualités de playmaker pour un ailier fort. Ok, c'est pas un bon shooter de loin, c'est pas non plus un bon shooter de lancer franc, et ça se voit qu'il est pas à l'aise avec sa mécanique. Mais en 2023, est-ce qu'on doit obligatoirement être un sniper pour dominer la NBA ? Eh bien moi je pense pas, et encore moins quand tu compenses de façon si violente dans tous les autres domaines. Le grec, de toute façon, c'est tout à fait ce genre de joueur, qui saison après saison, peut être à la fois candidat, très sérieux en plus, pour le trophée de MVP, mais aussi pour le trophée de meilleur défenseur de l'année. Est-ce qu'il y en a beaucoup, des joueurs qui tous les ans peuvent prétendre à ces 2 trophées ? Je pense pas, et je trouve que c'est complètement fou quand on parle de lui, de se rendre compte à quel point il peut dominer des 2 côtés du terrain. Maintenant, ok, c'est vrai, je le mets pas numéro 1 cette année, et oui, depuis le titre en 2021, il a plus jamais remis un pied en finale de conférence. Cette saison, même si une blessure l'a privé de la moitié de la série, il s'est également salement fait sortir face au Heat au premier tour, et même à son retour, même s'il a été très bon, son niveau n'a pas suffi aux Bucks pour ne gagner ne serait-ce qu'un match face à Miami une fois qu'il a été là sur les derniers matchs. Toutes ces critiques, ou plutôt ces constats, parce que j'ai pas envie de parler de critiques, sont indéniables. Mais est-ce pour ça que aujourd'hui, malgré cette élimination au premier tour, que je crois moins en Giannis pour la suite cette année que l'an passé? Est-ce que c'est pour ça que je pense qu'il a régressé, ou encore qu'il fait naître certains doutes en moi? Non, aucunement, mais vraiment aucunement. Le mec, moi j'en suis persuadé, est toujours ce joueur incroyable, il est toujours cette force de la nature qui à lui seul, quand il se met dans le match, peut changer vraiment le cours d'une rencontre. Il est toujours ce compétiteur aussi au mental exemplaire qui te fait peur quand tu l'affrontes, mais il est aussi ce leader charismatique et souriant qui fait que quand t'es son coéquipier, t'as envie de le suivre et t'as envie de tout donner pour lui. Tout ça c'est fort, et c'est pour toutes ces raisons que bien sûr je laisse dans mon top 2 malgré l'élimination prématurée en play-off. Même si à mes yeux il perd sa couronne, je le répète parce que c'est important, c'est pas parce qu'il a régressé ou que je crois moins en lui, mais juste parce que quelqu'un d'autre, et vous allez voir qui c'est, de toute façon vous savez très bien qui c'est, l'a dépassé cette saison. Bon, pour Giannis, vous êtes 63% à valider ce top 2, pour 22% d'entre vous il aurait mérité la première place, et pour 15% d'entre vous il n'aurait pas mérité d'être dans ce top 2, c'est-à-dire vous l'auriez mis plus bas. Je sais pas qui vous auriez mis devant Giannis, pour moi le top 2 était assez évident, et même le top 1 devait se jouer entre Antetokounmpo et le prochain, évidemment, je ne dis pas son nom, mais tout le monde sait qui c'est. Non, globalement, vous êtes d'accord avec Giannis à cette place. Pour certains, il peut peut-être mériter le top 1, mais pour moi, juste, on a quelqu'un qui l'a vraiment dépassé cette saison. Et oui, évidemment, vous l'avez tous trouvé. Celui que je mets en numéro 1 en 2023, c'est Nikola Jokic, qui d'autre ? Comme je l'ai dit précédemment, il fait partie des 3 joueurs cette saison qui auraient pu être MVP en NBA sans que ce soit un blasphème. Puis, il aurait fait le sweep-it d'ailleurs, ça aurait été complètement dingue. Puis, il faut savoir que là, en plus de ça, on parle du MVP 2021 et 2022. Il vient pas de nulle part. C'est pas comme si, là, Nikola Jokic avait fini 2e pour le trophée de MVP et qui réalisait sa première excellente saison. Non, il avait déjà amplement prouvé auparavant quel joueur de basket c'était. Et c'est bien pour ça. Enfin, tout ça rentre en compte aussi, c'est pas comme si c'était juste potentiellement de la poudre aux œufs ce qu'il a fait cette année, et c'est bien pour ces raisons-là que la saison passée je le mettais déjà sur mon podium, le Serbe. Et ce qui est fou, c'est comment il a construit son chemin vers la gloire. Il est bien moins athlétique que Giannis Antetokounmpo ou que Joel Embiid, qui complétait le podium pour le trophée de MVP cette année. Non, Jokic, lui, il a fait sa place grâce à son QI basket, grâce à son incroyable sens du jeu. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de même plus me mouiller quand je dis que le Serbe c'est le meilleur pivot passeur de toute l'histoire NBA. C'est presque un no-brainer, c'est même un no-brainer.
Et clairement, si je refaisais un top 100 all-time aujourd'hui, faudra peut-être y repenser d'ailleurs, hein, je suis en train d'y réfléchir, mais je pense qu'il y ferait une entrée en grande pompe. J'ai pas encore réfléchi à combien je le mettrais, mais ce qui est clair, c'est qu'il serait bien placé. Et le pire, c'est que sa carrière est loin d'être finie vu qu'il n'a que 28 ans. Le Joker, tout simplement, c'est un joueur comme on n'en a jamais vu en NBA, et peut-être même dans le basket. C'est un pivot qui est tout sauf conventionnel, avec une attitude et un caractère qui sont tout aussi peu conventionnels. Et c'est justement ce côté complètement unique, je trouve, qu'il a porté à ce niveau-là, qu'il a porté jusqu'ici, qu'il a porté jusqu'au titre remporté en 2023 par les Nuggets. Déjà, regardez ses stats. Est-ce que vous en connaissez beaucoup des pivots, vous, qui sont passés à 2/10 de passe de terminer une saison en triple-double? Non, tout simplement parce que ça n'existait pas. Même Wilt Chamberlain, qui est pourtant considéré comme une référence en termes de polyvalence, n'a jamais produit de tels chiffres. Et pourtant, des records, il en a une palanquée à son compteur, le Wilt. Et en parlant de Chamberlain, d'ailleurs, Jokic vient de passer devant, vient de battre son record de triple-double en play-off avec 10. Encore un accomplissement de haute volée pour le Serbe sur ces dernières saisons. Il a pas arrêté, en fait, sur ces 2 saisons de MVP et cette saison du titre, et de MVP des finales, il a pas arrêté de faire sa place dans le livre des records et dans les livres d'histoire de la NBA. Pourtant, c'est clair, malgré tout ça, c'est pas le joueur qui suscite le plus de buzz, c'est pas non plus le joueur qui suscite le plus d'attention de la part des médias. Mis à part ses passes qui, elles, squattent les top 10, ses highlights ne sont pas nombreux, mais peu importe, on s'en fout, son efficacité est folle. Regardez ses pourcentages, 63% au global, plus de 38% à 3 points, et même plus de 82% au lancer franc. C'est juste complètement lunaire, et encore une fois, c'est du quasi jamais vu dans toute l'histoire de la NBA. Il saute pas beaucoup, c'est vrai, mais on s'en fout. Ses appuis, c'est du grand art, c'est digne d'une danseuse ballerine, j'ai envie de dire. Ce qui est d'autant plus étonnant quand on voit son physique, hein, Nikola Jokic. Le pivot, sur un terrain, c'est un magicien, qui toujours dans ses lectures a un temps d'avance sur tous les autres joueurs. Et pour moi, s'il y a bien un joueur en NBA qui peut concurrencer LeBron James en termes de QI basket, je vois personne d'autre que Nikola Jokic à l'heure actuelle. Et le truc, c'est que ce niveau, comme je disais, ça fait au moins 3 ans qu'il l'affiche. Alors qu'est-ce qui lui manquait l'an dernier pour être dans le top 2 ou même pour être top 1? Je vous le donne en mille. Il lui manquait un titre de NBA et un trophée de MVP des finales. Mais depuis cette saison avec Denver, c'est chose faite, et avec la manière en plus. Il a tourné à plus de 30 points, 13 rebonds et 9 passes et demi, et clairement, sur ces playoffs, on a un Jokic qui a marqué son empreinte sur toute la ligue. Et logiquement, bien sûr, il a terminé MVP des finales. Aujourd'hui, c'est non seulement un joueur qui est unique dans l'histoire, qui est en train de largement marquer son époque, mais c'est aussi un winner. Ça y est, il est considéré comme un winner qui possède maintenant une bague autour des doigts, grâce à son niveau exceptionnel. Et tout ça, oui, ça mérite un top 1 à mes yeux. Ajoutons à ça que, malgré son humour, hein, ses plaisanteries en conférence de presse, et cette espèce d'attitude généralement sympathique qu'il a, ça reste un énorme compétiteur, qui se transcende quand il est sur le terrain, et même s'il a pas trop d'émotions, qui gagne ou qui perde, ou qui ait une parade qui soit organisé par les Nuggets et que lui préfère penser à ses chevaux, je m'en fous. Vous voulez quoi de plus concernant Nikola Jokic? Il a tout désormais, c'est même un leader, il a même le mental, c'est un winner, il a tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi, selon moi, il est tout simplement le meilleur joueur de la NBA à l'heure actuelle. Bon alors, pour Nikola Jokic, il y a quelques incohérences, hein, vu que vous étiez plusieurs à mettre Giannis plus haut par exemple, ou même à mettre... non, vous étiez moins à mettre Curry plus haut, mais il y a quelques incohérences parce que là, on est sur un plus gros accord que l'on ait eu depuis le début de mon top 100. Vous êtes 95% à dire que Nikola Jokic est top 1 cette saison. Donc oui, ça correspond pas au vote précédent concernant Giannis, mais peu importe, moi ce que je retiens c'est ça. Cette place 1 pour Nikola Jokic, vous la validez en grande pompe, j'ai envie de dire. Seulement 5% d'entre vous le mettent top 2 ou plus bas, donc let's go. Apparemment c'est un consensus assez important, assez violent. Nikola Jokic est le meilleur joueur de la NBA en 2023. Selon moi en tout cas, et selon la grande majorité du chat. Voilà pour ce qui est des places 5 à 1 de mon top 100 NBA 2023, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Bon, ça me fait bizarre d'avoir enfin bouclé ce projet, vu tout le temps qu'il m'a pris, mais c'était passionnant. De votre côté, je vous laisse jusqu'au 15 août pour participer, vous aussi, et m'envoyer votre top 100 à la boîte mail que vous trouverez dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et je compte sur vous pour m'inscrire vos plus gros désaccords dans les commentaires. Faites-moi des retours sur ces projets, ça m'intéresse, et dites-moi si vous voulez que je le prolonge l'année prochaine. Bref, j'ai hâte de vous lire, et en attendant, vous connaissez, si ce contenu vous a plu, pensez à mettre un pouce vers le haut, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ça, je vous remercie très fort d'avance et je vous dis à très vite.